Le plaisir est toujours renouvelé, mesdames et messieurs, pour la présentation de ce magazine WebPress qui reçoit pour vous des éminents journalistes, les journalistes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler, mesdames et messieurs, de 3 grands thèmes, si le temps le permet. 10 ans de Sun City, 10 ans du dialogue intercongolais qui s'est déroulé à Sun City en Afrique du Sud, les retombées et les répercussions de ce dialogue, la confrontation possible entre le M23 et la MONUSCO et la motion de censure, comme vous savez, ça s'est déroulé hier à l'Assemblée nationale, et bien sûr, un thème subsidiaire, si le temps le permet, la mesure de Matata Ponyo par rapport aux véhicules datant de plus de 10 ans, ici en République démocratique du Congo. Je suis avec Fidèle Mousangou du journal Le Phare. Fidèle Mousangou a participé au dialogue inter-congolais. Aujourd'hui, la spécificité des journalistes que je reçois, mesdames et messieurs, ils ont participé au dialogue inter-congolais. Donc, ils ont 10 ans de plus aujourd'hui. Donc, Fidèle Mousangou, Christian Loussakweno de Top Congo FM, la radio qui est maintenant sur satellite, je ne sais plus, c'est 215, c'est ça? 225, canal 225 sur Canal Sat et Désiré Baïré, journaliste indépendant. Très heureuse de vous recevoir. Et bon anniversaire, vous avez 10 ans de plus. Voilà, Fidèle Mousangou, vous avez été au dialogue intercongolais. La première question, qui a au fait initié ce dialogue intercongolais? En fait, le dialogue était là parce que les armes n'ont pas pu déterminer l'issue de la guerre, la fausse guerre. La fausse guerre qui est une histoire entre les pays agresseurs qui ont dévisé sur le Congo, dévisé pas de la balkanisation, contrairement à ce qu'on dit, dévisé d'avoir un pied au Congo dans les rouages de toutes les institutions républicaines. Alors, finalement, les armes ont échoué parce que les agresseurs, contrairement en 1997, n'ont pas pu arriver à Kinshasa. Grâce à l'arrivée d'autres pays africains, notamment le Zimbabwe, l'Angola, qui ont bloqué les agresseurs au niveau du Kassai et du Katanga. C'est ainsi qu'à la fin, faute de match, eh bien, il fallait se retrouver sur le tapis vert. Voilà ce qui a déterminé. Donc, c'était parce que les agresseurs n'ont pas pu arriver à Kinshasa qu'ils y sont. Sinon... Est-ce que c'était une initiative congolaise ou d'autres pays africains ont mis la main dans la pâte? Je vais aller un peu plus loin que Fidèle Mousangou. Le dialogue intercongolais est la conclusion ou la résultante d'un accord. Il y avait eu guerre, il n'y a pas eu de gagnant. Il y avait à l'époque d'ailleurs d'abord 2 intervenants, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le RCD, puis un 3e, le MLC, résultant donc de l'accord de Lusaka signé en 1998, très rapidement d'ailleurs après le début de cette deuxième guerre, la plus grande guerre d'Afrique et du monde d'ailleurs, après la guerre de 45, on l'a souvent dit. Et il fallait sur le tapis vert, comme m'a dit Fidèle Mousangou, je dirais plutôt par les négociations, mettre un terme à cette guerre et plutôt même développer ou répartir les responsabilités entre les différents intervenants. Le regret, vous ne m'avez pas posé la question, mais je le dis d'entrée, le regret c'est qu'à aucun moment on ne s'est posé la question de savoir dans ces accords, comment mieux gérer le pays. On est parti du principe que quand on mettra tout le monde ensemble, non, ça il en a été question, comme dans toutes les négociations depuis 1960. Mais sans ligne maîtresse de gestion future du pays, le but c'était de faire en sorte, Fidèle Mousangou l'a dit avant nous, que tout le monde se retrouve et puis que la vie continue. Désiré Baïré, j'ai reçu un invité le dimanche dernier. Qui a mandaté en fait ces gens-là? Ils disent qu'ils n'ont pas eu le mandat du peuple. En fait, c'était aussi une forme de dictature en fait de nos hommes politiques. Qui les a mandatés à Sun City, si ce n'est pas le peuple congolais? Non, ben dès l'instant que les gens ont pris des armes, il n'y a pas question de chercher encore la légitimité. La légitimité, on l'a tirée de la force militaire qu'on avait. Donc toutes les composantes, comme mes prédécesseurs l'ont dit, gouvernement, MLC, RCD, avec les entités aussi, ce sont les RCDN, RCD de Nyamwisi, et puis le Mai Mai, tout ça. Donc tous ces gens-là avaient quand même une force sur le plan militaire, et que, comme on voulait mettre fin à la guerre et récompenser à la reconstruction du pays, ce sont les délégués de ces entités et composantes qui sont allés. J'espère, je suppose qu'ils ont été désignés, mais vous savez, MLC, RCD, comme le gouvernement congolais, là, c'est le maître qui dit, c'est le chef qui dit. Peut-être au niveau de la société civile, on pouvait chercher qui peut représenter
quel délégué ce qui est vraiment ressorti, la plus grande résolution en fait, qui est connue de la majeure partie de la population, c'est le 1+4. C'est ce qu'on a vraiment retenu. Et il n'y a pas eu d'autres résolutions, Fidèle Moussangou, après ce dialogue intercongolais? Non, la résolution la plus importante, c'est celle-là. Mais ils ont récupéré toutes les résolutions de la conférence nationale slovène. Ils ont essayé d'adapter ça. Toutes les résolutions, par exemple, la table ronde, même de la conférence constitutionnelle de Luabo. Ils ont récupéré ça, ils ont mis une virgule, un point ici, un point d'interrogation par-ci, par-là. Mais l'essentiel était, les belligérants en avaient marre. Ils étaient fatigués de se battre et ils voulaient participer au pouvoir pour camoufler tous les dégâts qu'ils ont commis pendant les 5 années, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pillage, parce qu'ils étaient... Et ils se sont partagés le vrai pouvoir. Ils ont pris le pouvoir monétaire, le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Ils ont laissé des maîtres à l'opposition politique qui ne parvenaient pas à se constituer une force solide face à eux. D'autant plus qu'ils avaient la bonne cause. Ils ont dit, nous sommes blancs. On n'a pas du sang sur les mains. Mais les belligérants ont tiré celui-ci là-bas, celui-là là-bas, et ainsi de suite. Ils ont créé le cafouillage. Et comme au Congo, on dit qu'on aime trop aller à la soupe, tous les opposants sont allés à la soupe. Celui-ci au Rwanda, celui-ci au MLC, celui-là au gouvernement. Et on a vécu des scènes incroyables. Et quand ils arrivent ici, ils ont dit, ils se sont contentés des miettes. Tout en m'envoyant pour dire non, non, vous savez, on a dit non, il fallait le faire à Sainte-Cécile. Mais vous étiez faible. Vous avez mangé, maintenant vous avez mangé l'argent du maître. Le maître vous dit, mettez-vous à genoux, vous le faites. Allez-y, monsieur. Christian Losakweno, vous y étiez. Quelle a été l'ambiance en fait? Comment ça se déroulait les travaux là-bas à Sainte-Cécile? Très tendu. On se rappellera que les 2 premières semaines, rien n'a bougé. On s'attendait déjà à ce que l'on entre dans le vif du sujet, que les différents participants, principalement d'ailleurs les belligérants, savaient de quoi il fallait parler. D'un côté, on a eu ceux qui calaient, parce que pour eux, le président Joseph Kabila, à l'époque président de la République, c'était pour ça d'ailleurs qu'il était belligérant, viennent en personne à Sun City et qu'ils soient à la même table de négociation que tout le monde, ce qu'il a refusé jusqu'au bout. Et quelles étaient les grandes figures qui étaient à l'époque? Les grandes figures, c'était côté gouvernemental. Vous aviez Augustin Katouba Mwanké, Vital Kamere, vous aviez Samba Kaputo, vous aviez côté MLC Olivier Kamitatou, François Mwamba, vous aviez côté RCD Azarias Rouberois, le docteur Onosumba, et Bizi Makara, moins quand même que Moïse Nyanguru Gabo, qui lui n'était pas là. Moïse Nyanguru n'était pas là, mais je veux dire, même Bizi Makara était très discret, très discret. Mais efficace. Mais je veux dire, on avait l'impression, à part pour le gouvernement de Kinshasa et le MLC, parce qu'il y a eu à un moment donné, au bout de 45 jours, l'éclatement. Au bout de 45 jours, il y a eu un éclatement et les gens devaient prendre directement les décisions à Sun City. On a eu l'impression que, à part Kinshasa et Gbadolit, il y avait d'autres intervenants qui n'étaient pas à Sun City. Désiré Bayré, on le dit souvent que le président Kabila a cédé son pouvoir. C'était lui, en fait, c'est lui le véritable pacificateur parce qu'il a cédé une grande partie de son pouvoir. Vous partagez cet avis aujourd'hui encore? À l'époque, est-ce qu'il a vraiment cédé son pouvoir? Le 1+4. Je ne sais pas, vous savez, les Français, on peut utiliser tous les termes qu'il faut, mais la situation était telle que si on voulait la paix, il fallait composer avec tout le monde. Et si on veut composer avec tout le monde, on ne va pas appeler les gens qui ont les armes pour leur dire, bon, toi tu restes bourgmestre de Kisenso et toi tu restes ici. Non, il faut mettre les pouvoirs sur la table et se partager pour que tout le monde participe à l'effort d'efficacité. Est-ce que... Je t'interromps un peu. Si c'était Kabila Père, est-ce que ce dialogue se serait vraiment tenu à Sun City? Parce qu'on sait que Kabila Père avait un autre tempérament. Est-ce qu'il y aurait-il eu un dialogue intercongolais avec Kabila Père? Bon, selon vous, journaliste, en tant qu'analyste. Il faut dire que la situation était telle qu'il fallait que les gens s'asseyent sur une table. Avec Kabila Père, on a connu beaucoup d'autres rencontres dans le même sens, peut-être pas sous le même format. Il y a eu plusieurs Lusaka, Addis Abeba, il y a eu, je ne sais pas encore, en Afrique australe, d'autres rencontres qui ont eu lieu. Mais le problème qui est là, c'est que on est arrivé à un moment où, Fidèle l'a dit, les gens étaient essoufflés. Parce que la guerre, ça coûte cher aussi. Il fallait à un moment, écoutez, on met fin ils avaient des territoires sous occupation, ils avaient les richesses de ces territoires. Oui, mais ce n'est pas autant qu'on est à Kinshasa. Les pouvoirs, c'est ici et beaucoup de choses se décident ici. Et quand on est là-bas, ce n'est pas toujours la même situation. Tout comme celui qui est ici, et s'il n'est pas
les restes des provinces aussi, c'est toujours difficile. Donc je pense que, je ne sais pas, mais quel que soit l'homme qui était à la poste, si Kabila avait la puissance militaire, il avait la force militaire, gagner cette guerre par les armes, peut-être il ne pouvait pas s'asseoir avec les autres. Mais la situation telle qu'elle était, les pays étaient coupés. On ne peut pas dire qu'on est président du Congo et qu'on n'a pas les 2 tiers du pays. C'est pas possible, ou les tiers du pays. Fidèle Moussangou, 10 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dialogue intercongolais aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas créé une sorte de précédent. Aujourd'hui, les rebelles qui sont partout dans la République démocratique du Congo, on peut prendre aujourd'hui les armes, on sait qu'il y aura dialogue. Ça s'est fait à Kampala. Ça n'a pas créé un précédent aujourd'hui. Non, ce n'est pas un précédent, madame. C'est la faiblesse de l'homme politique congolais. Ça n'a pas commencé à Saint-Titi, ça a commencé à 60. Regardez. Il faut remonter jusqu'en 60. Oui, c'est une sorte des virus sous l'homme politique congolais. Qui a toujours un pied ici, un pied là-bas, on ne connaît pas, il n'a pas un agenda bien calé, comme les Rwandais les ont. Les Rwandais, ils vous disent qu'ils vont arriver à court terme à ça, à long terme à ceci, et ils y arrivent toujours. Comme les Ougandais. Ici, c'est depuis 60. Regardez à 60, qu'est-ce que je dis, le comportement politique congolais. Pour un problème sans tête ni queue, Tchombe proclame l'indépendance du Katanga. Kalon Josi va à Bakwanga, il proclame sa petite république, dont il était le premier et dernier empereur. Mais il vient à Kinshasa, il est là à Elisabethville. Ici, les gens passaient par Brazzaville, par Elisabethville. Donc on s'est moqué des gens, ils se retrouvaient à Tananaïf, à Koklativille, Tchombe était à Koklativille, avec les autres. À un moment donné, on a dit, on l'a arrêté, et vous savez comment il partait. Avant de partir, on dit, bon, envoyez-nous Madame Paulette là, comme gage. Madame Paulette, bon, maintenant, moi je peux aller à Elisabethville. Comme ça, si on m'arrête, on t'arrête aussi. Donc des histoires inimaginables. Lisez par exemple Verreg, vous allez voir disons les histoires des Congolais. Ça. Donc ça a commencé là. Il y a un virus qui nous colle à la peau. On a vu ça avec Mobutu. Les 32 ans de Mobutu là-bas. Au départ, c'était l'Eldorado. Il trouve les caisses pleines, mais en 32 ans, il y avait quoi? Il a mis le Congo en bas. Aujourd'hui, nous sommes où? Donc alors, maintenant l'histoire par exemple des Kampala, là, quand on voit ça, c'est ça le Congolais. Et le Congolais ne voit pas l'essentiel. Lui va d'abord sa poche. Ensuite, il vous dit, bon, ça peut traîner, on verra. L'essentiel, ça peut traîner. On s'occupe du factuel, là, des histoires un peu sans technique. Regardez avec l'M23. Quand on dit Kabila pouvait avoir la force militaire, mais il n'y en avait pas. Mobutu avait détruit l'armée en 1975. Et en 1977, il a tribalisé. Et il est resté comme ça. Et il avait l'illusion qu'il avait une armée avec sa DSP, qui a disparu face au petit Kadogo. Mouzé arrive, au lieu de créer une armée, non, il crée une gare, depuis l'oubli. Il commence à faire autre chose que la politique. Mouzé n'a jamais été convaincu qu'il était chef d'État. Il n'a jamais réalisé ça. Son fils a réalisé. Malheureusement, il a été vite happé par les hommes politiques qui l'ont pris dans un coup pour dire attention, quand vous allez chez Tshisekedi, il va vous prendre le pouvoir. N'allez pas céder. Alors on prie des histoires. Il va non. Et on tourne au rond au lieu de s'occuper de l'essentiel. Donc c'est un virus qui est dans l'homme politique congolais, et même dans la société civile et dans la presse. Christian Lusakona, le 1+4, c'était la première fois que ça a été appliqué dans le monde. Ça a apporté quelque chose à la République démocratique du Congo? J'ai envie de dire oui. On a vu qu'il était possible d'être de camps différents, d'être totalement opposés, y compris par les armes, et puis avec le temps, à l'usage, de devenir les plus grands amis du monde, tant que les intérêts des uns des autres ne sont pas mis en jeu. C'est vrai, je schématise un peu trop, mais quand vous allez dans un gouvernement, le minimum, ce n'est pas d'avoir comme objectif d'organiser des élections, mais le minimum, surtout le pays, avec la crise qu'il connaît, eût été d'organiser un minimum de mode et de gestion de l'État. Ce qui n'avait pas été fait. Aucun social prévu. Il a fallu pendant des années, en tout cas pendant ces années de transition, vivre au rythme des dons présidentiels, des dons du 1+4, de la magnanimité de tel et de tel. Pas de politique cohérente arrêtée à Sun City. Et ça, c'est le gros problème de ces accords. Les accords ont été très politiques, ils n'ont pas été du tout de gouvernement. Autre problème de ces accords, c'est le soutien de la communauté internationale. On a voulu soutenir le Congo à politiquement mettre un terme à cette guerre, sans que la sanction ne suive. Sanctionner qui? Sanctionner ceux qui auraient pu déjà s'écarter des accords conclus.
On a beaucoup été politiquement. La MONUC, aujourd'hui MONUSCO, s'est retrouvée partout pour le soutien politique. Mais on n'a pas eu, par exemple, ce qui aurait été bien, qui a existé à l'époque au pays, de coopération judiciaire, notamment pour aider tous ces parquets, toutes ces institutions judiciaires qui se retrouvaient peut-être dénudées, à nu, comme c'était le cas pour beaucoup d'organisations politiques. On a vu qu'au niveau de l'administration, quand les autorités à l'époque de la guerre devaient aller d'un point à un autre du Congo, ils utilisaient les infrastructures de la MONUSCO, de la MONUC, mais au niveau de la justice, il n'y a pas eu de soutien. Et ça, à mon avis, avec le social, c'est le gros échec de ces accords de Sun City, qui ont été, comme l'a été, Fidel Moussangou l'a dit tout à l'heure, en 1960, les accords d'indépendance, plus politique qu'économique. En 1960, il y a eu la table ronde à Bruxelles, table ronde politique, tout le monde y allait. La table ronde économique qui a fait que tout le capital du Congo rentre en Belgique, les dettes restent au Congo. Personne n'y a fait attention. Conclusion, s'est retrouvé, et comme on se retrouve en 1980 ou en 2003, après une période de négociation avec un accord qui ne règle pas le quotidien. Et 10 ans après, on s'en rend bien compte. Désiré Baïré, en un mot, nous allons clôturer ce thème. Sun City, échec, réussi, tout ça a été un chemin pour baliser l'avenir. Moi, je pense qu'il fallait passer par Sun City. C'était important parce que, comme on l'a dit au début, personne n'était à mesure de gagner la guerre par les armes. Donc, il fallait des négociations. Comme aujourd'hui, c'est le même cas, l'histoire se répète, en fait. Bon, pas dans le même format peut-être, parce que l'M23 aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il est soutenu par des pays étrangers, mais il n'a pas progressé. Il n'a même pas pris tous les Nord Kivu, c'est quelques territoires seulement. Alors que là, les pays étaient divisés vraiment en trois. Et la solution était que les gens s'asseyent et se mettent sur une table. C'était très bien. La solution aussi, on a vu que les gens sont arrivés ici, les 1+4, on a vécu ça. Malheureusement, ça n'a pas résolu tous les problèmes. Je pense que les problèmes se posent encore aujourd'hui, les problèmes de la consolidation de la démocratie. Vous avez l'impression que l'histoire n'apprend rien aux Congolais, en fait. On a l'impression qu'on n'a pas de mémoire, que le Congolais n'a pas de mémoire. Aux politiciens congolais, comme l'a dit Fidel, je pense que le problème ici, c'est le problème des politiciens. Parce que les politiciens congolais aujourd'hui, on arrive à une situation où on pense que c'est l'intérêt qui est au-dessus de tout. Aujourd'hui, les politiciens, c'est l'intérêt. Nous avons vécu il y a quelques jours au Palais du Peuple. Pendant que les gens disent, on va en parler. Les gens ont chanté, voler n'est pas bon, les gens ont fait des trucs. C'est passé en direct à la télé, on ne peut pas cacher, c'est écrit dans les journaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un problème de l'homme politique congolais, d'abord, en tant que phare, en tant que celui qui doit éclairer l'opinion et qui doit entraîner la masse avec lui. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres structures, les écoles, les églises, tout le monde doit faire du travail. Mais puisque le politicien, son travail, c'est l'administration de la cité, je pense qu'il a une grande responsabilité comme pour être modèle et pour entraîner tout le monde. Christian Lusagano, vous voulez renchérir en quelques mots? Vous n'êtes pas d'accord? Je vais être un peu plus critique que Désiré, excusez-moi, mais le problème n'est pas que l'homme politique. Rappelez-vous, on était à Sun City. Sur, j'étais une centaine de délégués, non, 300 délégués. Il y avait à peu près 100 délégués par composition, 60, oui, à peu près 300. Sur 300 délégués, y compris du RCD, y compris du MLC, y compris du gouvernement, je ne compte pas la société civile et les autres, il y en avait au moins la moitié qui n'étaient pas politiciens. Il y en avait au moins la moitié qui ne connaissaient pas la chose politique, qui avait au moins la moitié qui ne savait pas ce qu'ils faisaient là. Par contre, dans le discours, c'est exactement ce que vous dites aujourd'hui. La politique nous a tout détruit, la politique ceci, la politique cela, mais une fois qu'ils ont pris, qu'ont-ils fait du pouvoir qu'on leur a donné? Le problème n'est pas que dans l'homme politique, le problème est dans tous les Congolais. Quand vous voulez vous impliquer dans une dynamique qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de substance, en tout cas que vous ne connaissez pas vous-même, pourquoi y aller? La société congolaise, je crois que Fidel Moussangou l'a dit, la société congolaise sur ce point est à remanier. Parce que depuis 1960, quand on sortait dans la rue pour aller demander, réclamer l'indépendance pour occuper la Maison du Blanc, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque part quelque chose qui, chez nous, Congolais, fondamentalement, fait que on veut la chose politique, pas pour le bien des autres,
Pour son propre bien. Mais pour son propre intérêt d'abord. Et ça, je suis désolé, il y a un problème. Un mot, en quelques mots pour terminer. Non, le problème est celui-ci. Vous savez qu'on dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Moi, je suis coordonnateur de la rédaction du Phare. Et c'est moi qui, au départ, le matin, quand l'éditeur arrive, me dit où est-ce que tu en es? J'ai dit j'ai fait ça et ça et ça et ça. Le journal est à tel niveau. Je dirige les hommes. Je coordonne. Mouboya peut partir pendant 6 mois. Il vient de faire 8 mois. Le Phare est sorti. Grâce à qui me pose et moi-même. Mais on a des jeunes gens. Et ils savent ce qu'ils doivent faire. Il faut savoir gouverner. On a un manque de leadership, en fait. Manque de leadership, non. Pas seulement au niveau de la tête du pays, mais dans les grandes institutions. Ça veut dire, regardez, si Kabila échoue aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa faute. Comme Mobutu a échoué. Non. C'est la faute des gens qu'il a mis autour de lui. Il faut savoir choisir. C'est ça. Alors, il a mal choisi et il paye. Si Tshisekedi dans l'opposition échoue, parce qu'il a mal choisi. Si aujourd'hui la société civile échoue, madame, je vous dis que la société civile, tous ils sont en train de dormir au cimetière parce qu'il faut remplacer Ngomunda. Ils ont appris que quelqu'un a fait 5 millions de dollars. Il n'y a plus de dénonciation. Ils sont tous là devant la CENI. Ngomunda doit partir. Ils doivent le remplacer. Il n'y a que ça. Alors, quelle société civile? C'est que Christian l'a dit, mais il y a un problème de leadership dans beaucoup de domaines. Même le domaine de la presse. Nous allons passer vraiment au deuxième thème. Très rapidement, je voudrais répondre très rapidement. Leadership, oui, on n'en doute pas. Mais dans l'armée, il y a ce qu'on appelle l'ordre mal donné. Aujourd'hui, il y a une crise entre médias. Tout le monde souligne dans les autres médias qu'il ne faut pas utiliser son propre média contre des individus. Ça veut dire que dans ces médias, il existe des personnes qui savent que ce qu'ils font est mal fait, mais le font quand même. Dire crise de leadership, oui, mais pas seulement. Pas seulement. Nous allons prendre le deuxième thème, c'est la motion de censure qui a été... qui n'a même pas eu son sens en fait. On ne sait même pas comment intituler cela. Le spectacle que nous avons suivi, c'était hier, je crois, avant-hier, c'était lundi. Géopolis Magazine, notre consoeur, a dit les leçons d'une motion de censure pleine d'émotions. J'ai relevé quelques leçons qu'il a tirées de cette séance de lundi. Pour lui, l'interprétation des textes de droit est toujours relative et interprétée selon les objectifs. La leçon à tirer, l'opposition a permis à la majorité de régler ses divisions. Une autre leçon à tirer, le respect que les membres du gouvernement ont manifesté à l'endroit de cette convocation et en fait saluer la force morale et le courage politique de Jean Baudouin Maillot et le discrédit de cette institution. Ce sont les leçons à tirer selon Géopolis Magazine. Alors j'entre dans le vif du sujet. Christian Lusakweno, est-ce que cette institution a-t-il été discréditée vu ce qui s'est passé lundi? L'institution aurait dû bien réfléchir avant de convoquer cette plénière, puisqu'avant la plénière, elle savait déjà que les 41 signatures n'étaient plus. À partir du moment où on n'avait pas recueilli les 125 signatures nécessaires, cette plénière n'avait plus de raison d'être. Alors maintenant, est-ce qu'elle a perdu de son crédit? On peut aussi se mettre de son côté. Dans un environnement où une certaine opinion pense que Matata Pognon doit partir, est-ce que l'Assemblée pouvait se permettre de dire nous avions hier 137 signatures, aujourd'hui nous n'en avons plus que 96, nous ne pouvons pas convoquer cette plénière? Ça aurait été un autre problème. Cela aurait été un autre problème. Est-ce que en convoquant cette plénière, l'Assemblée n'a pas plutôt voulu jouer la clarté, quitte maintenant à chacun de faire sa religion en fonction de ce qu'elle a entendu et vu? Vous savez, à chaque problème, gestion du problème. Je crois que le problème de l'Assemblée nationale a été à ce niveau dans la gestion de ce problème. Maintenant, je parle de la forme, je ne vais pas dans le fond. Parce que le fond, c'est quoi? C'est 137 personnes qui signent et 41 personnes de la majorité, on peut s'y attendre, mais de l'opposition aussi, qui retirent leur signature sans qu'on comprenne pourquoi et sans que l'on... Ça, je vais peut-être fâcher tout le monde. Sans que l'on se pose la question de savoir si ce qui a été écrit dans cette motion est vérifié ou pas. Est-ce que tout va s'arrêter là? Est-ce que tout va continuer? That's the question. Désiré Baïré, ils ont signé. Alors, il y a une certaine opinion qui pense qu'on doit verrouiller les signatures aujourd'hui. Parce que, vu ce qui s'est passé lundi, on signe et on est...
on enlève sa signature. Doit-on verrouiller les signatures quand il s'agit d'une motion aujourd'hui? Mais je pense que la signature, c'est vraiment la responsabilité d'un individu. Et à un certain niveau, on ne peut pas blaguer avec sa signature. Un député, un élu du peuple, quelqu'un qui représente le peuple, il ne doit pas signer aujourd'hui et le lendemain dire je n'ai pas signé. Il y a eu pire. Moi j'étais dans la salle, vous avez c'est passé même en direct, un député qui a dit que je retire ma signature parce que je n'avais même pas encore lu le contenu des trucs, tout ça. Mais on est où là? C'est pas possible ça. C'est pas possible. Mais il y a plusieurs leçons à tirer. Pour moi, il y a d'abord au niveau de la majorité même. Il y a un problème qui se pose. Des députés du PPRD, les partis auxquels appartient le Premier ministre, signent la motion. C'est un problème. C'est un problème, c'est qu'il n'y a pas eu débat au sein du parti. Parce que tout doit partir de là. Et le secrétaire général du parti vient défendre, en même temps qu'il vient s'exposer pour faire son cours de droit. Nous ne sommes pas à l'université, ça il doit faire aux étudiants. Ou il devait faire à ses membres à un autre endroit. Ce n'est pas là qu'on vient s'exposer. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. L'autre problème, c'est le président de l'Assemblée nationale. On a parlé de la gestion. Il y a un problème au niveau de la gestion même de l'institution. Et là, Minakou doit se poser beaucoup de questions. S'entourer, Fidèle a dit tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais on a parlé aussi de l'ordre mal donné aussi. Est-ce que nos hommes politiques écoutent leurs conseillers? Moi, j'ai déjà travaillé comme conseiller. Il y en a qui disent, non, moi j'ai fait ça. Ah, pourquoi on est conseiller? Bien sûr, on n'est pas là pour vous imposer. Mais là, il s'est posé un problème. Je l'ai même vu. J'étais dans la salle. À un moment, Minakou décrochait son téléphone. Il répondait à qui? Parce qu'à ce moment-là, quand même, on préside une assemblée d'une haute... il y avait une tension quand même. On ne peut pas se permettre de prendre le téléphone. C'était pour répondre à qui? Je ne sais pas. Mais l'autre problème, c'est vraiment les hommes maintenant, les députés. Bon, nous avons vu d'autres spectacles, mais les spectacles de ces jours-là, c'était trop bas. Je m'excuse, mais c'est le terme. C'était trop bas. Le chant, la volée n'est pas bon. D'un voleur qui passe Molière, et puis voilà. Les députés, ils prennent ça. Tout le temps que Bochaba parlait, il ne faisait que nous répondre comme ça. C'est vrai que c'est la bassesse, d'une part, mais d'autre part, il faut comprendre. Voler par rapport à quoi? Dire ça à lui, par rapport à quoi? C'est qu'il y a quelque chose qu'on nous cache. Et je suis d'accord avec Kambinga qui disait que on doit faire une enquête pour comprendre pourquoi les gens ont retiré les signatures. Il faut qu'on comprenne. Pourquoi les gens retirent la signature? Il y a eu trop de pression. L'Assemblée nationale est-elle vraiment ce qu'on dit une majorité? Il y a une majorité mécanique. Il n'y a pas de conscience. Qu'est-ce qui se passe avec nos hommes politiques? Madame, je remonte aux origines. À la table ronde politique de Bruxelles, la Bako était représentée par qui? Par Kassaboubou, le papa de qui ça, Samuel Kanza. Et il y avait aussi, ils étaient à 4-5. Mais à la sortie, ils étaient divisés jusqu'à la mort. Samuel Kanza était unitariste. Et pourtant, la Bako était fédéraliste. Le MNC, qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles? Quand Lumba rentre ici, qui sont ses premiers ennemis? Ces gens du MLC, dont Kalonji, dont Nendaka, dont Wadoula. Tous les partis, le CRA Kachamoura, mon père était membre de Kachamoura. Il était président provincial. Mais Kachamoura et Weregeme sont devenus ennemis jusqu'à mort, sous des babioles. L'intérêt national d'arracher-nous l'indépendance. Arracher-nous l'indépendance économique. Quand on va à la conférence économique, qui on envoie? Les gens que les Belges ont achetés. Aujourd'hui, je peux dire à Christian qui est bruxellois, que 90% de maisons de l'avenue Louise appartiennent au Congo. Je dis bien 90% à Bruxelles appartiennent au Congo. Tout le monde le sait, mais personne n'ose lever le doigt devant les Belges. Dès qu'il le voit, on le récupère, on l'intéresse et il la boucle. Quand tu mets le Trump ici qui va chercher le portefeuille, il amène une mallette, oh, je ramène le portefeuille, tout le monde applaudit ici. C'était vide. C'est pour vous dire que les mêmes tares qui ont été avec nos parents nous poursuivent. Trois questions qu'il faut se poser. Mayo, député de l'UNC, devait quand même... Écoutez, je suis l'entraîneur d'une équipe. J'ai dit, mais mon équipe est faible, je ne peux pas jouer contre Barcelone. Je déclare forfait. Pour ne pas attraper 15-0. Voilà un entraîneur. Moi, je suis l'ancien sportif, capitaine de basketball. J'ai dit, on ne joue pas avec ces gens. Ah non, il avait 137 signatures. Attention, attention. Regardez ce Parlement. Sous le plan numérique, il y a 350 membres de la majorité. Donc, ils ont toujours le 3/5e. Tous les votes, ils les gagneront. Alors, pourquoi? Mais dès l'instant où les membres de la majorité ont signé, je continue. Quand même l'assurance. Écoutez, excusez-moi, la première piste c'est là.
du côté des maris. Il fallait d'abord au niveau du parti évaluer ce qu'on a la chance de gagner. Deuxième côté. Maintenant du côté de la majorité, il fallait se dire, mais tiens, cette motion qui arrive menace le chef de la majorité. Parce que dans les démocraties semi-présidentielles, comme la nôtre, c'est le Premier ministre qui est le chef de la majorité. Parce que c'est lui qui présente la politique au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que nous pouvons sauver quels que soient ces crimes, surtout au Congo où on se dit non, est-ce que dans cette notion tout est bon? Pas de problème. Alors c'est ce qui fait qu'il fallait, au niveau de la majorité de nos attentions, serrons les coudes, comme on l'a fait avec Katouma Manké contre l'histoire de l'Antonov fou de Kingasen. On a serré, enfin, Katouma Manké avait menacé, dit sinon je vous casse la gueule. C'est la politique, il n'y a pas de cadeau. Comme en France maintenant, avec Cahuzac. On serre les coudes, tout en connaissant Cahuzac, on dit qu'il doit partir. Et il est parti. Mais on serre les coudes et on dit, maintenant on gêne la majorité en disant, nous publions nos ressources. La majorité est gênée, parce qu'il y a trop de millionnaires là-bas. Tout le monde a payé, vous avez des milliards. Voilà. Alors maintenant, troisième question maintenant fondamentale. Est-ce qu'il fallait déposer cette motion devant l'Assemblée? Non. Je vois que l'UNC, je l'ai dit à Vital il n'y a pas longtemps, aurait pu saisir les causes des tribunaux. Si il y avait des éléments comme quoi Mata Tampogno a réfectionné son immeuble avec 20 millions de dollars. Regardez au Sénégal avec le fils Boite. On saisit les causes des tribunaux. Et si on a des éléments, maintenant on pose, maintenant on met à la disposition des Congolais. Voici, maintenant quand on dit 20 millions, mais il faut avoir des preuves. Je me rappelle avec une madame, contre Mouzito. Mouzito vient me voir et me dit, qu'est-ce que je dois dire? Non, tu étais maladroit, Adolphe. Quand on t'accuse d'avoir tel immeuble, voilà ce qu'il fallait dire. Il dit, monsieur, mon avocat m'a dit ceci, que pour appuyer votre accusation de possession immobilière, il faut avoir la preuve du conservateur des titres immobiliers. Comment on le fait? On fait une sommation judiciaire par vote d'huissier. Je dis, monsieur, je somme le conservateur immobilier. Je voudrais savoir à qui appartiennent les maisons ça et ça. Sommation judiciaire. Au risque d'être traité. Le conservateur est obligé de me dire, oui, ça appartient à qui ça le chacun, à Baramoué, à Fidel Moussango. Quand j'ai ça, maintenant là, j'appuie mon accusation. Mais vous dites 20 millions, tout le monde dit, bon, bébé, et puis il dit qu'il a acheté une maison de 10 millions. Mais mon cher ami, Mouzito lui avait accordé même la maison de mon grand frère. Et puis je dis, Adolphe, je le vois, Adolphe, qu'est-ce qu'il y a? Il dit Fidèle, mais je ne comprends pas. Moi, je dis, ça c'est pour mon grand frère. Comment tu as eu ça? Donc c'est les trois éléments qui font que les Congolais ont encore montré leur bêtise congénitale et manque de vision. Et puis, c'est la distraction. Ça n'a pas de raison d'être. Que Minakou est ouvert, il n'avait pas le choix. Ah, vous voulez accuser le chef de ma majorité? Allez-y, monsieur. Mais vous arrivez au niveau même de la recevabilité, comme on dit, la forme. Le nombre requis, le quorum n'est pas atteint. Et alors, les gens ont été ridicules. Oh non, vous voyez, on a corrompu. Vous avez la preuve. Vous savez, le financement politique, madame, il n'y a personne qui signe. Hein. Christian Osakone, on va continuer, Fidèle, je sais que tu parles beaucoup. Christian Osakone, donc, mais les signatures, les 137, il les avait quand il a déposé ça au bureau de l'Assemblée nationale. Là. Mais on a écouté les 41 désistements, c'est passé en direct à la télévision. On sait pourquoi 41 personnes se sont désistées. Pourquoi ils ont désisté? Chacun a expliqué. Par contre, je vais revenir sur ce qu'a dit Fidel Moussango, si vous permettez 30 secondes. L'utilité de la motion Maillot. Si l'opposition devait n'intervenir que lorsqu'elle est sûre de pouvoir obtenir gain de cause, alors l'opposition ne ferait jamais rien. La démocratie dit, dites ce que vous savez, le débat fera que l'opinion passera de votre côté ou restera de l'autre côté. Même si l'opinion ne change jamais, imaginez le trouble éventuel qu'une telle motion peut faire dans l'opinion. C'est ça, à mon avis, le but poursuivi. Maintenant, est-ce qu'il a été bien mené? Sur tous ces détails-là, je préfère m'abstenir faute d'éléments. Voilà. Maintenant, pour revenir aux parlementaires, 41 on dit non. Conclusion 96, il reste 96. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fidel Moussango a dit qu'il faudrait peut-être aller sur d'autres voies. Judiciaire. Le député a une signature. Le député a une signature. Un député représente factuellement 50 000 personnes. Les 50 000 personnes qui l'ont élu. Maintenant, si pour 50 000 personnes, vous pouvez changer votre signature à la minute, je crois qu'il y a un problème. Surtout quand on dit que la campagne de ces signatures a notamment été orchestrée ou
alimenté par certains membres de la majorité présidentielle. Du PPRD précisément. Il y a problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la mangeaille, la politique du ventre là-bas. Ces gens-là, ils l'ont fait pour faire chanter le Premier ministre. C'est ça. Est-ce que c'est une mention vraiment pour faire chanter le Premier ministre? Ce sera chaque fois comme ça, quand ils ont besoin de quelque chose ou d'augmenter leur émoulement, ils bombardent une motion de censure? Bon, on peut considérer ça par rapport à ce qui vient de se passer, mais aussi les leçons à tirer par rapport à ce qui vient de se passer. Le Premier ministre aussi va se dire, mais bon, ces gens-là, ils sont comme ça, ils vont chanter, ils vont chercher à me faire chanter et puis il n'y a rien après. Est-ce que Matata, vu sa personnalité, peut-il céder au chantage aujourd'hui? Mais il n'a pas cédé, c'est pourquoi ça a mais il n'a pas cédé justement. Et puis bon, je ne sais pas, je ne connais pas l'homme, mais je pense que s'il essaie de céder, là il signe sa mort politique. Ça tombe, c'est pas s'il cède, il signe sa mort politique. Ça c'est clair. C'est ce qui a échoué. Il n'a pas cédé. Vous êtes sûr avec toute la pression qu'il a eue? Il n'a pas cédé, j'ai des éléments de preuve, j'étais sidéré avant même. Il dit, faites ce qu'ils veulent. Moi j'y vais, je suis prêt à y aller. Pourquoi? Parce que au bout du compte, quand vous avisez quelqu'un d'avoir réfectionné une maison à 20 millions, il va vous amener le constructeur, il dit, j'ai recouru à telle maison. La maison est là. Et j'appelle l'audit international, par exemple, une maison française, PricewaterhouseCoopers, faites l'audit. Audit immobilier, appelez, dites-moi, ça m'explique combien, et ils vous donnent les factures. Alors je me dis, si vous trouvez, il n'y a pas 20 millions. Alors l'initiateur de la motion devient quoi et qui? Ridicule. On a vu Mouzito, on lui a accordé des maisons, il dit, mais je suis malade ici. La maison de mon grand frère, enfin, mon cousin. Moi je dis, mais attends, c'est pas possible au téléphone. Il dit, mais Fidèle, mais tu connais tel lui. Mais même Elaïs, le sec Elaïs, il y a eu des démentis. Donc l'initiateur n'était pas bien renseigné. Je dis qu'en matière immobilière, il faut aller chez le conservateur. C'est l'autorité qui détient les secrets des titres immobiliers. Donc, si c'est en matière financière, il fallait aller voir quand on réfectionne la primature. Moi j'ai passé tous les jours, je suis permanent là-bas. On connaît la société qui a fait ça, c'est Forest. Vous n'avez qu'à chez Forest. Demandez les factures, on vous donne les factures. Il nous reste vraiment quelques poussières de secondes. Nous allons parler de la décision de Matata. En quelques mots vraiment par rapport aux véhicules datant de plus de 10 ans. La population se plaint, que ce soit la diaspora et tout ça. Que pensez-vous de cette décision, Désiré, Christian et Fidèle? En quelques mots avant de... Bon, je pense que la décision est quand même salutaire. Hein. Si nous voulons aussi évoluer, être comme les autres, éviter la pollution avec tout ce que nous connaissons dans notre environnement aujourd'hui, je pense que la décision est salutaire. Mais il faut toujours commencer quelque part. Mais aussi, il faut qu'il y ait des mesures pour pouvoir aider les gens à ne plus importer ces véhicules. Parce qu'il y a un problème. Les Congolais, son salaire moyen ou bien ce qu'ils gagnent ne lui permet pas d'acheter une voiture qui sort aujourd'hui de l'usine. Ça, c'est une réalité. Il n'y a que quelques personnes qui peuvent faire ça. Mais maintenant, il faut prendre d'autres mesures qui accompagnent. Peut-être baisser la douane, peut-être un moratoire, il n'y a pas de douane. Bon, il n'y a pas de douane, mais peut-être trouver des mécanismes qui peuvent aider les gens effectivement à importer des voitures qui sont tout à fait neuves. Sinon, ce sera difficile. Moi, je vais même être plus dur. C'est vrai que c'est une bonne mesure, dans le sens où un véhicule, quand il a plus de 10 ans, en règle générale, c'est pour qu'il vienne mourir. Et souvent, au détriment de celui qui l'a acheté avec ses maigres économies. Ce qu'il faut faire maintenant qu'on a limité. Un véhicule d'il y a moins de 10 ans, ne coûte pas forcément excessivement cher. Il faut absolument, à mon avis, à un moment donné, baisser la douane. On dit qu'on veut moderniser le charroi. Vous envoyez un véhicule, le prix du véhicule, vous ajoutez le prix du transport, prix FOB, prix CIF, on applique à la douane. Ce que vous payez à la douane, c'est quasiment le prix du véhicule. Non. Si l'importateur, si le membre de la diaspora, si celui qui achète sa voiture en Europe et qui l'envoie ici peut se retrouver à ce niveau-là, pour moderniser le pays, on baisse les taxes et on modernise ce pays. Mais on ne doit pas forcément... C'est une décision inhumaine, vous trouvez, ou non, c'est une décision impopulaire pour ceux qui travaillent dans le secteur. Populaire dans le sens où les voitures seront sûrement en meilleur état, encore que il y a des voitures qui ont 5 ans qui sont en plus mauvais état que les voitures, il y a les ancêtres qui ont 25 ans qui sont en très bon état. Mais cela ne peut pas se faire sans mesure d'accompagnement. La douane congolaise est une des plus chères au monde.
c'est vrai qu'on doit réfectionner les routes, mais il y a d'autres endroits où on peut récupérer l'argent qu'on perdrait éventuellement de ces dédouanements. Fidèle Moussango, en quelques mots, Madame, votre lecture de cette décision. tous mes véhicules, je les achète toujours en Europe. Je paie les transports chez Marinvest, qui est une entreprise belge. À 1250 € la voiture de tourisme. Là. Mais mon ami Brazzavillois paie 600 €. Le même véhicule jusqu'à Pointe-Noire. Conséquence, il faut commencer par donner à la CMDC les moyens de récupérer le contrôle du transport maritime pour baisser les prix, arriver au taux de même à 700 €. On n'a aucun bateau aujourd'hui. Non, on préfère être en problème avec Marinvest parce que... Non, faut dire que ça coûte beaucoup d'argent et depuis 20 ans on a tout vendu. Okay. On avait le MV Kananga, on avait le MV Bandundu, on avait beaucoup de bateaux, on a tout vendu. Je te fais un exemple. Kenya Airways, 75% des avions c'est en leasing. Même South African Airways. C'est ça le système mondial. Il n'y a personne, à part les Émirats. Et tous les avions de l'ONU. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit de prendre un contrat avec une société, d'être clair. Le contrat CMDC avec Marinvest, c'est un contrat léonard. Il y a des gens qui se sucrent là-dessus. Je pose la question, comment un véhicule quitte Bruxelles, Anvers, Pointe-Noire, 600 €, et chez nous, 1250 €. Parce que là, il y a des gens qui se sont sucrés. Si on réduit là-bas au niveau de la CMDC, si au niveau de la douane, parce qu'on dit, trop de taxes, tue la taxe. Oui. Si on réduit la taxe, on se dit, tout le monde peut payer. Même, moi j'étais à Bruxelles avec toi, il y a 2 ans, 3 ans, en 2010. J'ai vu des voitures neuves là, c'est combien? 7 000, 8 000, 9 000 € neuf. Et qui coûte 25 000 $ ici? Non, 45 000 $. Regardez même mieux. La Toyota, j'ai un ami qui travaille chez l'histoire ici de Prado. Il me dit, une Prado neuve, 11 000 $ à Tokyo. Il arrive ici combien? 60 000 $. Parce qu'il y a trop de surtaxes inventées par Christian Moussako et Fidèle Moussango pour se retrouver parce qu'on est membre de ces instances. Si on réduit ces taxes, et ensuite, nous avions aussi à Kinshasa les montages des véhicules. On avait... on peut recommencer parce que nous pouvons vendre aux pays voisins. Là, je crois que vous allez trop loin. Nous sommes pas mal à la fin. Non, en attendant, cette mesure, madame, était une mesure, comme on dit, on a mis la charrue devant les bœufs. Il faut d'abord mettre les systèmes en place pour... Parce qu'attention, il va se passer des émeutes au Bas-Congo et à Kinshasa. On n'aura plus de taxis, on n'aura plus de 207 qui transportent 80% des Congolais. Nous n'allons pas aller au service. Et les Kinois. Voilà, mesdames et messieurs, la télévision c'est les temps. Et bien, nous sommes à la fin de ce magazine qui a été passionnante. Aujourd'hui, j'ai reçu les grosses pointures de la presse congolaise aujourd'hui. Fidèle Moussango du journal Le Phare, vous le suivez, il a une belle main. Christian Moussako, Top Congo FM. La première radio sur Canal Sat, canal 225, j'ai retenu. C'est ça. Voilà, et Désiré Baéré, journaliste indépendant, mais j'espère que vous ne perdrez pas votre plume ni votre voix en tout cas. Non, je continue à l'utiliser, mais toujours en étant indépendant. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment la fin. Merci à vous pour votre fidélité à ce magazine. Merci à Désiré Baéré, à Christian Moussako, à Fidèle Moussango, à Guy Lokoki qui a supervisé pour la prise de vue et à Jacques Ompiana à la régie. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour débattre bien sûr d'autres faits d'actualité sur la République démocratique du Congo. Au revoir.